J'ai l'impression d'être dans des backrooms. Oh, waouh! Mais la vue, mais c'est étroit ici. C'est génial. Alors tout est noir autour de moi, mais... On a découvert des corps qui avaient été momifiés par le temps. Oh, waouh! Hello! On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. Ça y est, j'ai atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Ça fait 1 an que je publie des vidéos tous les mois et vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement, merci 1000 fois et j'espère que vous kiffez toujours autant la vibe, les sourires, la bonne humeur. De mon côté, j'espère que cette chaîne YouTube m'emmènera loin, que de nouvelles portes s'ouvriront à moi et que je pourrai toujours autant vous partager les coulisses de tout ce que je filme. Et quand je prononce cette phrase, je pense très fort à mon vision board de 2026 que j'ai fait au début de l'année. Et écoutez, on verra bien comment ça se concrétise. On verra bien. Je manifeste et on verra bien. En attendant, en parlant d'expérience, on part aujourd'hui à la découverte de 3 lieux insolites et incontournables de Bordeaux. Je fais cette vidéo en partenariat avec l'Office de tourisme de Bordeaux. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le sujet et ça y est, c'est enfin les jours J. On est ici pour le divertissement, on est ici pour les histoires un petit peu farfelues et pour les anecdotes croustillantes que peu de Bordelais connaissent, mais bien sûr aussi pour découvrir les lieux un petit peu cachés quand même. Allez, moi j'ai trop hâte, c'est parti pour découvrir le premier spot qui n'est autre que la Flèche Saint-Michel juste derrière moi. Mais je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée d'Agathe qui est guide pour l'Office du tourisme de Bordeaux. Et point très important, toutes les visites que je vais réaliser aujourd'hui sont disponibles en ligne à la réservation sur la billetterie de l'Office du tourisme que je vous mets dans la description. Allez, c'est parti, j'ai trop hâte! Salut Agathe! Salut Nora! Qu'est-ce qu'on visite en premier aujourd'hui? Alors on va commencer par la Flèche Saint-Michel, qui est, on va dire, le grand signal de Bordeaux, la plus haute tour de la ville. Un des 5 plus grands clochers de France, on dit le 4e, alors je sais pas, j'ai pas compté les autres, mais il est quand même très haut, 114 mètres de haut. La Flèche Saint-Michel, c'est le clocher d'une grande église qui est juste derrière, qui s'appelle l'église Saint-Michel. On est dans le quartier Saint-Michel, qui est un quartier tardif par rapport à l'histoire de Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville très ancienne, mais le quartier Saint-Michel va se développer surtout au XIVe siècle, et qui est le quartier des corporations de métiers. Ces corporations de métiers apparaissent encore dans la ville aujourd'hui par la présence de leurs noms dans les rues. Donc on a la rue Carpentier, c'est-à-dire les charpentiers de marine, la rue de la fusterie, les fustiers, ceux qui fabriquent les fûts, la rue des forts, les forgerons, la rue Leiter, la rue des laitiers. Ces corporations vont investir énormément d'argent dans une énorme église que beaucoup de gens aujourd'hui croient être la cathédrale de Bordeaux et qui n'est qu'une basilique. Alors c'est déjà pas mal d'être une basilique, et qui est cette grande église Saint-Michel qui contient 17 chapelles et chacune des chapelles appartient à une corporation de métiers. Ils vont la construire dans un style très particulier qui est le style gothique. La fin du gothique, on dit gothique flamboyant, et ils la consacrent à Saint-Michel. Donc ils construisent cette très vaste église et il faut qu'ils construisent un clocher. mais ici, nous sommes sur de l'eau à Bordeaux, sur des marécages. On est très proche de la Garonne. La Garonne rentre assez souvent dans cette zone-là. Donc, construire une très grande flèche, un très grand clocher sur une église, potentiellement, la vibration des cloches peuvent faire s'écrouler l'église. Oh, wow. Donc, ils vont décider de séparer le clocher de l'église. Voilà. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'on le voit et que c'est assez flagrant, en fait, d'avoir le clocher qui est à côté de l'église et qui n'est pas compris dans l'église. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Ouais. On est proche de Dieu, on est proche du roi, donc il faut que ça se voit, et c'est pour ça qu'on va construire cette très haute flèche. Bon, maintenant qu'on a l'histoire, on rentre à l'intérieur. C'est parti. Bonjour. Ok, c'est étroit ici. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place pour monter. Ok. Ah, ça se termine jamais. Ça se termine jamais. La dame, elle dit ça se termine jamais. C'est bon, on arrive. On arrive. Ok, c'est bon, on voit le bout du tunnel. Premier étage. Ok, premier étage. Ok, donc là on est dans la tour. Et dans le premier étage, il y a ce qui reste de l'intérieur, une pièce par laquelle passaient les grandes cordes qui permettaient d'actionner les cloches. Donc toute la flèche Saint-Michel est creuse, c'est juste un habillage extérieur pour abriter ces cloches. Et ce qui a posé beaucoup de problèmes dans le cours de l'histoire à cette flèche, parce que étant creuse, elle était fragile et elle risquait de s'écrouler. Ouh, rien que ça. Carrément. Okay. Et c'est bien le problème, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait des grands travaux ces dernières années pour la renforcer, parce qu'elle était au bord de s'écrouler effectivement. Ah ouais, carrément au bord de s'écrouler? Ah oui, vraiment.
Ouais, on a fait des travaux de renforcement, de restauration surtout, puisqu'il y avait des techniques qu'on avait utilisées dans les années 60-70 qui avaient endommagé et qui gênaient justement la respiration de la pierre et qui potentiellement pouvaient la faire s'écrouler. Oh waouh, ok. Là au-dessus, il y a la salle du carillon. Aujourd'hui, il n'y a plus de cloches comme il y avait à l'origine. Il y a juste un carillon avec 22 cloches. On ne peut pas rentrer dedans, mais on l'aperçoit par un passage, par une fenêtre. Je vais vous montrer ça. Et puis après, il y a le dernier étage. Ok, ben c'est parti pour des escaliers. Encore et encore. 230 marches. Ah, c'est rien. 230 marches, c'est rien. 230 marches. Bon, on n'est pas encore arrivé, mais là, j'ai une vue sur le carillon qui est vraiment super belle. On voit les cloches qui viennent de sonner d'ailleurs, je les ai pas eues en vidéo, mais on voit les cloches et c'est trop cool. C'est trop cool de voir ça, c'est génial. Donc là, il y a combien de cloches là ? Alors, dans ce carillon qui date du 19e siècle, il y a 22 cloches. Il y en a 7 qui sonnent à la volée et 15 qui sont fixes au cœur de ce qu'on appelle le beffroi, c'est-à-dire la structure en bois qui tient les cloches. On aperçoit les petits bâtons qui tiennent les fils qui sont reliés à chaque bâton de cloche et qui permettent de taper un coup sur les cloches qui sont fixes. Après, les grosses, elles sont à la volée, donc il y a un système qui est automatisé aujourd'hui et qui est un petit peu différent et donc elles vont sonner en se balançant de plus en plus vite. C'est ce qu'on appelle être à la volée. Ok, d'accord. Mais du coup, c'est quelqu'un qui fait ça, c'est manuellement? Alors aujourd'hui, tout est automatique. Okay. On voit bien, il y a le petit système qui est automatique. Autrefois, oui, ça se faisait à la main, bien sûr. On sonnait les heures, on sonnait tous les événements religieux. Et donc le principe du carillon, c'est un instrument de musique en fait, un carillon. C'est pas vraiment une cloche comme une cloche d'église, c'est un instrument de musique et on joue du carillon. Donc il y a un clavier où on appuie sur des touches qui vont actionner ces petits cordages qui tirent le bâton à l'intérieur de la cloche. Après avoir fait une petite pause côté carillon, ça y est, on monte au dernier étage. J'ai trop hâte de découvrir la vue. On arrive. Hein. Oui. Waouh, incroyable. Oh, c'est trop beau, on est haut là. Hein. On est haut, oui. On est plutôt dans les 48-50 mètres de hauteur. Ok. Donc là, on a la vue d'un côté et de l'autre côté, il y a la flèche. Oh. Voilà. Oh, waouh, c'est exceptionnel. C'est trop beau. En plus, avec cette lumière-là, vraiment, on est très gâtés. C'est super beau. On a l'impression qu'on est dans le ciel. Ouais, c'est clair, c'est clair. On a vraiment l'impression qu'on est dans le ciel, c'est magnifique, dans les nuages. Oui, dans les nuages, on est dans la nuée, avec les vitraux qui donnent cette impression un peu bleutée. Ouais. Et la pierre qui a été bien nettoyée, toute restaurée, c'est quand même assez étonnant. Ouais. Magnifique. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais en fait, entre le sol ici et en haut de la flèche, il y a 66 mètres. À la vidéo, je pense que ça fait vachement écrasé, mais en fait, en vrai, c'est hyper haut. J'ai limite envie d'installer un matelas par terre pour admirer tellement c'est beau, avec la lumière du jour, avec la lumière du soleil. C'est magnifique, franchement. Trop beau. Tout en haut, il y a une espèce de structure qui a une forme un peu étrange. C'est un nid. C'est un nid d'épervier, oui. Avant la restauration de la flèche, il y avait un couple d'éperviers qui était là-haut et qui avait été installé dans la flèche ou qui s'était installé dans la flèche et qui permettait de chasser les pigeons. Parce que la flèche, elle est complètement ouverte et donc les pigeons peuvent rentrer et faisaient pas mal de dégradation. On a réinstallé leur petit nid. Pour l'instant, il n'y a personne. On espère, on croise les doigts qu'ils vont bientôt revenir et qu'on pourra enfin retrouver le nid d'épervier là-haut. Oh, c'est adorable comme anecdote, j'adore un petit nid d'épervier, vraiment trop cool. Bon, c'est très beau cet endroit, mais est-ce que tu as une dernière anecdote à nous partager? Ouais, j'ai une petite histoire à propos de la croix qui est tout en haut à 114 mètres. Alors c'est très haut, hein. Pour aller jusque là-haut, on n'avait pas les échafaudages qu'on a aujourd'hui. Et donc pour installer la croix, il a fallu demander à 2 maîtres maçons qui ont accepté d'escalader, je ne sais pas trop comment, pour aller jusque là-haut et installer cette croix à 114 mètres de haut. Peut-être un petit peu plus bas, mais disons à 114 mètres de haut. Mais sans protection, si. Ah, je ne sais pas comment ils ont réussi à monter là-haut. En tout cas, ils sont allés jusqu'en haut, ils ont installé la croix. Et leur paiement, c'était un manteau fourré d'hermine. Ah, quoi C'est des peaux qui sont très chaudes, qui servaient à agrémenter les costumes des rois, des grands personnages de l'État. Et donc, c'était quelque chose qui était un symbole de richesse très grande. Donc, offrir un manteau fourré d'hermine à des maçons qui pouvaient avoir froid l'hiver, c'était un paiement extraordinaire, véritablement. Incroyable, très cool cette anecdote. Bon, après avoir découvert la flèche, l'intérieur de la flèche, la cerise sur le gâteau, c'est la vue sur Bordeaux. Magnifique, mais la vue, mais
La vue, je pense que c'est l'une des plus belles vues de Bordeaux, vraiment. C'est la plus belle vue. C'est la plus belle vue de Bordeaux, vraiment. Et là, on pourrait rester là pendant des heures à regarder ce qui se passe. Exactement. Vraiment, On voit jusque dans la forêt des Landes là-bas. Non, c'est pas vrai. Si, tout ce qu'on voit là-bas, au-delà de Bordeaux, c'est déjà la forêt des Landes. Oh non, mais c'est dingue. En fait, on est vraiment très très haut, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Après, le jeu, c'est essayer de repérer où on habite, les maisons diverses et variées des uns des autres, les bâtiments les plus emblématiques. Ouais. On peut y passer des heures. On peut y passer des heures. Ouais. Et ici, c'est hyper étroit, c'est plus étroit qu'en bas, mais ça va, ça passe. Tout passe, donc ça va. Quand même, le clou du spectacle, une fois qu'on a regardé toute cette vue à 360 degrés, c'est quand même l'église Saint-Michel qui est juste en face de moi. La lumière, elle est parfaite en plus. C'est vraiment trop trop beau. Vraiment, je suis trop contente d'être là. Ça y est, la flèche Saint-Michel, c'est terminé. On passe au deuxième endroit. J'ai adoré découvrir la vue en haut. Vraiment, c'était la cerise sur le gâteau. Cette vue à 360 sur toute la ville de Bordeaux. On peut voir le pont de Pierre, on peut voir la Cité du Vin, on peut voir le pont d'Aquitaine, on peut voir le miroir d'eau. Enfin, vraiment, on peut voir beaucoup de monuments de Bordeaux. Si ça, c'est pas l'une des plus belles vues de Bordeaux, voire la plus belle vue de Bordeaux, je sais pas laquelle c'est. Donc c'est parti maintenant pour le deuxième lieu. Juste avant de découvrir le deuxième lieu, Agathe nous fait découvrir le sous-sol de la flèche Saint-Michel. C'est original. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous tout. Alors, c'est ce qu'on appelle la crypte. En fait, la flèche a été construite sur l'ancien ossuaire du cimetière qui entourait l'église. Autrefois, toutes les églises étaient entourées des cimetières. Quand on était riche, on avait le droit d'être enterré à l'intérieur. 90% de la population était pauvre et donc ils étaient enterrés autour de l'église pour bénéficier de l'intercession du saint de l'église. Et donc, il y avait un ossuaire, un endroit particulier, et on va construire la flèche sur cet ossuaire. Donc, au 19e, on a dû creuser sur la place et on a découvert des corps qui avaient été momifiés par le temps dans le sol. Ok. Et donc, au 19e, on adorait se faire peur, se raconter des histoires fantastiques, etc. Et donc, on avait exposé, je crois, une 60aine de momies, de corps momifiés à l'intérieur de cette crypte. Les gens venaient à Bordeaux pour voir les momies de Saint-Michel, avec toujours un petit gardien du quartier, un petit monsieur ou une petite dame un peu âgée, qui s'amusait à raconter des histoires toutes plus folles les unes que les autres sur les conditions de mort des uns et des autres en fonction de la forme des corps, etc. Okay. C'était n'importe quoi, hein, bien évidemment, mais les gens, ils aimaient bien ça, se faire peur. En gros, les histoires qui se racontaient à l'époque, c'était un peu comme l'ancêtre des frais d'horreur de Squeezie. Et finalement, ça leur allait. En fait, les frais d'horreur ont toujours existé. Au bout d'un certain temps, la respiration des gens a fortement abîmé ces corps. Et aujourd'hui, il n'y a plus de momies. On les a sortis. Je crois qu'ils sont au dépositoire au cimetière de la Chartreuse. Ok, il n'y a plus de momies. C'est fini. Il n'y a plus de momies. Plus de momies à voir circuler. On est arrivé au deuxième lieu qui n'est autre que la grosse cloche. Bon Agathe, maintenant raconte-moi la grosse cloche, dis-moi tout. Alors la grosse cloche, ça n'est pas qu'une cloche, c'est une porte. C'est une porte du XIIIe siècle, construite par les bourgeois de la ville. Au moment où ils sont reconnus par Aliénor d'Aquitaine et son dernier fils, dernier héritier Jean Santerre, ils sont reconnus comme une entité politique capable de gouverner leur ville. Et ils ont comme obligation, en échange de cette reconnaissance, de défendre les intérêts de Jean Santerre. Et c'est ce qui arrive en 1205. Le roi de Castille voulait récupérer Bordeaux. Et donc ils ont créé une double enceinte dans les années qui vont suivre pour protéger leur quartier, c'est-à-dire le ventre de Bordeaux, comme on disait, le quartier nourricier de la ville dont ils étaient les responsables, puisque c'est eux qui étaient responsables de l'approvisionnement nourricier de la ville de Bordeaux. La porte qu'on voit aujourd'hui, elle date du XVIIIe siècle, parce qu'elle a brûlé en 1755, mais la porte telle qu'on la voit, elle a été véritablement construite au XVe siècle, 1449, et c'est le symbole de la ville de Bordeaux, le beffroi civil de la ville, qui figure même sur le blason de la ville, pour une raison très simple, qui est que, adossée à cette porte, dans la double enceinte, les bourgeois avaient construit la première mairie de Bordeaux, la maison commune. Donc cette cloche, elle est symbolique, c'est leur voix, c'est leur façon de s'exprimer, c'est leur façon de passer des messages aux différents habitants de la ville. La cloche sonnait pour toutes sortes d'événements, pour toutes sortes de moments. Elle sonnait les heures, elle sonnait l'appel à la guerre, elle sonnait les épidémies quand on avertissait qu'il y avait la peste et qu'on allait fermer les portes parce qu'on ne savait pas faire autrement que créer le confinement
son pour protéger les habitants. Elle sonnait pour le banc des vendanges, elle sonnait pour l'élection du maire, à toutes sortes d'occasions très très importantes, symboliques de cette autorité municipale. Merci. De rien. On y va? On y va. Allez. C'est par où qu'on rentre là-dedans? On va rentrer par là, par une petite porte. Une petite porte. Un peu cachée. C'est toi qui as les clés de la ville en fait. C'est moi qui ai les clés du trésor. Oh la grosse porte. Elle est lourde. Ah oui, mais attends, mais elle fait combien de kilos? Oh, je sais pas, mais elle est lourde. Beaucoup trop. Très lourde. Et elle est double. Ah oui. On a une deuxième derrière. Ah oui. Celle-ci, elle bouge pas. Ah purée. Voilà, donc là, on est rentré dans une prison, dans une cellule de la prison. La grosse cloche, au XVIe siècle, devient la prison municipale. Il y avait une petite dizaine de cellules. On voit juste celle-ci, qui est bien éclairée aujourd'hui et qui nous permet de mesurer le peu de confort qu'il pouvait y avoir dans un endroit comme ça. Ça n'était pas une cellule individuelle, hein. C'est une cellule dans laquelle on mettait de nombreuses personnes qui n'avaient pas de lumière puisqu'il n'y a pas d'ouverture. Donc nous, on a rajouté l'électricité, mais c'était pas le cas à cette époque-là. Et surtout, ces gens s'ennuyaient, donc écrivaient sur les murs, et cette cellule est remplie d'inscriptions et de gravures qui s'effacent avec le temps, mais qui marquent le passage et la présence de tous ces hommes prisonniers condamnés pour un temps assez court en général. C'est des prisonniers de droit commun, ce sont des prisonniers qui n'ont pas fait de choses vraiment très très graves, mais qui sont quand même prisonniers ici et qui potentiellement peuvent servir de futurs galériens. On dit que les capitaines du port venaient chercher des galériens dans ces cellules pour les emmener sur leur bateau. Combien il y avait de personnes? En fonction du nombre de prisonniers. Donc on pouvait y être tout seul, comme on pouvait y être à, je sais pas moi, 20, 10, je ne sais pas. En tout cas, il y a une double porte. Une porte que j'ai ouverte, qui est quand même très très lourde, qui est complètement close, et cette deuxième porte qui est à l'intérieur, dans laquelle il y a un passe-plat pour pouvoir passer la nourriture de ces pauvres prisonniers. Alors après, dans les inscriptions, il y a plein de petites choses amusantes à découvrir. Donc il y a des parties où c'est bien écrit, mais on n'arrive pas trop à lire. Il y a des noms surtout, là on voit Durand à certains endroits. Il y a beaucoup d'endroits où ils ont marqué le temps, donc ils ont fait des barres chaque jour. Donc il y en a, ça fait 29 jours, on avait compté une fois avec un visiteur. Il y en a d'autres c'est plus, il y en a d'autres c'est moins. Il y a un bateau, il y a une croix, il y a des mots, il y a marqué fin ici. FIN. Il y a des dates aussi, 1767, et là caché dans l'ombre, il y a une autre date. Donc la prison, elle a servi jusque pendant la période révolutionnaire, au moment où la mairie de Bordeaux va déménager à d'autres endroits pour finir aujourd'hui au Palais Rohan. Après avoir monté 230 marches à Saint-Michel, ici c'est 140 marches qu'on monte. Oh waouh! On est où là? On est dans une des tours de la grosse cloche. Il y a une tour de chaque côté. Cette tour a été pendant très longtemps l'abri de l'horloge, qui était une horloge astronomique, qui est une horloge qui date du XVIIIe siècle. Cette horloge et cette cloche sont liées à une histoire plus ancienne et qui est une histoire absolument terrible, une anecdote horrible. En 1548, le roi de France avait décidé d'imposer les provinces de l'Ouest à la gabelle, l'impôt sur le sel. Nous nous sommes révoltés de façon très très violente et nous avons dépecé vivant, coupé en je ne sais combien de morceaux, le représentant du roi qui s'appelait Tristan de Monins. Et donc nous avons eu interdiction pendant 20 ans de sonner la cloche et pendant 15 ans de sonner le temps. Et c'était vraiment une prérogative des bourgeois de la ville que de sonner cette cloche qui était leur voix et de marquer le temps qui était un temps civil différent du temps des églises. Oh wow, ok. C'est une horloge dite astronomique, c'est-à-dire qu'elle va indiquer en plus de l'heure toutes sortes d'indications liées à la course du soleil et de la lune. Il y a le globe qui indique la course de la lune. Quand c'est tout doré, c'est que c'est la pleine lune. Quand c'est tout noir, il n'y a pas de lune. Depuis 1910, on a décidé de simplifier l'horloge. Donc on a supprimé la partie astronomique. Il n'y a plus que les heures qui sont marquées. Et donc ici, il y avait tout le mécanisme de l'horloge astronomique. Aujourd'hui, l'horloge, elle est tout en haut, au-dessus, et elle est beaucoup plus simple que cette horloge d'origine. On est juste à côté du poids d'ailleurs. Il est descendu très très bas. J'espère que l'horloger va pas tarder à arriver pour remonter la pendule. Ah, c'est très bas là? Ah oui, c'est très bas. Parce que l'horloge, elle est à l'étage du dessus. Le poids, il est censé être un petit peu plus haut. Là, il est descendu vraiment très bas. Oh waouh, et il revient quand? Je ne sais pas. En général, il vient tous les mois, tous les 2 mois pour remonter l'horloge, comme faisaient nos grands-mères. On remonte la pendule, c'est-à-dire qu'on remonte le poids pour continuer à entraîner les rouages de la pendule. S'il descend trop bas, à un moment, elle va s'arrêter. Ah oui, oui, d'accord, faut pas qu'elle descende. Il va pas la laisser s'arrêter, je pense pas. D'accord.
Waouh! Donc là, on est tout en haut d'une des tours. C'est dans la pièce dans laquelle on a installé la plus récente horloge. Donc il y a un boîtier avec une horloge beaucoup plus simple que l'horloge astronomique du 18e, avec 3 éléments essentiels pour marquer le temps. Pour qu'une horloge fonctionne, il faut un poids qui entraîne les rouages qu'on a vu en bas. Il faut un balancier qui va marquer le temps de façon régulière, et pour être sûr qu'il marque bien ce temps de façon régulière, il y a ce qu'on appelle une ancre, c'est-à-dire une petite pièce métallique qui rentre dans les rouages et qui bloque le rouage chaque fois que le balancier se balance d'un côté ou de l'autre, et c'est ça qui fait le tic-tac de la pendule c'est ce qu'on entend. Ouais. Et donc dans cette salle qui est toute vitrée, on a vu sur tout Bordeaux, alors moins haut que la flèche Saint-Michel, même si on l'aperçoit là-bas au bout, mais on a une jolie vue sur les toits de Bordeaux et sur la rue Saint-James. Et d'ailleurs, on dit rue Saint-James et non pas rue Saint-James. C'est le truc que j'ai appris ici, j'étais super choquée. C'est rue Saint-James et pas Saint-James, on n'est pas des Anglais ici. On est des Gascons, on parle gascon, et Saint-Jacques, parce que c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, se dit Saint-James. Porte Saint-James et rue Saint-James. On vient de terminer la visite, j'ai adoré toutes les petites anecdotes. J'ai adoré la manière dont Agathe m'a expliqué les différents types d'horloges, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a maintenant pour la facilité. Et le gros caisson où il y a l'horloge à l'intérieur, c'est hyper impressionnant, c'est génial. Et la petite anecdote sur la rue Saint-James, je m'en remets pas. Maintenant que cette visite est terminée, on se retrouve tout de suite pour le 3e lieu. Avec les 2 précédents lieux, on a découvert de beaux monuments à la vue de tous. Mais cette fois-ci, pour ce 3e et dernier lieu, on va partir dans le Bordeaux secret, dans le Bordeaux insolite, dans le Bordeaux caché. Vous le voyez derrière moi, je suis au monument aux Girondins en plein cœur de Bordeaux. Et est-ce que vous saviez qu'on pouvait aussi visiter les dessous du monument aux Girondins? Oui, oui, oui. Comme le reste des visites, tous les billets sont réservables en ligne sur le site de l'Office du tourisme. Et allez, moi je vais rejoindre Agathe. Explique-moi ce monument, dis-moi tout. Pourquoi il y a 2 fontaines? Dis-moi tout. Alors, ce monument, c'est le dernier aménagement fait sur la plus grande place d'Europe, qu'on appelle la place des Quinconces. On appelle ça le monument aux Girondins. Les Girondins n'étant pas les joueurs de foot, mais les révolutionnaires de 1793, qui seront guillotinés par les montagnards ou les Jacobins par Robespierre, quoi. Pour l'anniversaire, le 100e anniversaire de ce triste événement, on va décider de construire ce monument, et on va s'inspirer d'un autre monument qui existe dans la capitale, à savoir la colonne de la Bastille. On a voulu se distinguer. Alors je sais pas si c'est vrai, mais on a voulu se distinguer, on a décidé de faire un monument girondin, mais aussi un monument à Bordeaux, à son histoire maritime et à la République. Parce qu'on est sous la 3e République triomphante, et l'idée c'est de marquer l'importance et la puissance de la République. Nous avons 2 fontaines parce que nous voulions absolument avoir des fontaines sur cette place des Quinconces depuis très très longtemps. On avait réfléchi à plein d'aménagements différents. En cette fin du 19e, tout le monde n'a encore pas l'eau courante dans les maisons, et c'est un moyen, en mettant des fontaines sur les places, d'avoir accès à l'eau pour tout un chacun. Donc ces fontaines évidemment sont des fontaines magnifiques, qui ne sont pas faites juste pour puiser de l'eau, mais pour décorer ce monument. Mais elles font partie de tous ces aménagements urbains qui contribuaient à introduire l'eau dans la ville de Bordeaux et qui rentraient dans tous les aménagements d'assainissement voulus depuis la moitié du 19e siècle. Super intéressant, et donc ça se visite en dessous. Ça se visite en dessous, effectivement. On rentre dans le socle sur lequel nous sommes, qui est juste un socle. C'est une autre différence avec la colonne de la Bastille. La colonne de la Bastille est une nécropole. On y a enterré les révolutionnaires de la Révolution de juillet 1830 et les révolutionnaires de la Révolution de 1848. Ici, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de squelette. C'est pas une nécropole, c'est juste le socle qui est suffisamment puissant et large pour soutenir le poids colossal de cette colonne en marbre de Carrare. Voilà, tout simplement. Et donc à l'intérieur, on a installé tout le système pour faire fonctionner les fontaines. Et donc c'est ce qu'on peut aller voir ensuite. Oh waouh, mais je savais pas qu'on pouvait visiter le dessous avant cette vidéo, c'est génial. Trop bien, bah c'est parti alors. On y va. On rentre à l'intérieur du monument. Waouh! Oh là là! Oh, c'est tout sombre. Alors, il y a 2 accès. Une partie qui va dans la colonne avec l'escalier, auquel on n'a pas accès parce que c'est un petit peu dangereux. C'est juste la largeur de la colonne, c'est très étroit. Ah oui. Et sur la plateforme, là-haut, il n'y a pas beaucoup de place. Et le garde-corps n'est pas assez haut. Donc, on évite d'emmener des visiteurs là-haut. Et après, il y a l'espace en bas où il y a le système de fonctionnement des fontaines. Ok, et bien on va aller voir ça.
Donc là, on est au-dessous du monument aux Girondins. Je descends les marches et j'ai hâte de découvrir ce que ça donne à l'intérieur. Ok, stylé, c'est trop stylé. Ça fait du bruit, ça sent le chlore. C'est le système de fonctionnement des fontaines qui fonctionne en circuit fermé. Donc il y a des pompes qui récupèrent l'eau et qui les reprojettent dans les naseaux des chevaux. Ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est en circuit fermé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de perte d'eau. Il y a forcément un peu de perte d'eau par l'évaporation, surtout les jours en ce moment où il fait très très chaud. Ouais. Donc on rajoute de l'eau au fur et à mesure, mais ça reste un circuit fermé effectivement. L'eau qui retombe dans le bassin est reprojetée dans les naseaux. Du coup l'eau n'est pas potable parce qu'elle fonctionne en circuit fermé et que l'eau passe tout le temps dans les mêmes circuits, donc on évite de la rendre potable. Mais à l'origine elle était censée être potable et je vais te montrer dans quoi ça passait. Allez. C'était pas génial. Ah ouais? Non. Wow. C'est un petit peu bas de plafond. Oui. Faut pas se prendre la tête dans les tuyaux. C'est pas des tuyaux, c'est quoi? Je sais pas, c'est les fils électriques je pense. Ah oui, ok. En fait, à l'origine, l'eau circulait dans des tuyaux qui étaient des tuyaux en plomb. Ah ouais. Alors les tuyaux en plomb, le plomb ça donne le saturnisme, c'est une maladie et donc... Pas ouf. Non, c'est pas génial. Pas ouf. Mais bon, l'eau était considérée comme potable quand même à cette époque. Ah oui, ok. Voilà. Oui, pas ouf le saturnisme, on va éviter. Non, on va éviter. L'eau, c'est un souci à Bordeaux. Nous nous appelons Bordeaux. Nous avons 3 rivières qui traversent la ville. Le Pourquoi Pug, 3? le Pug, la Devèze et l'Odège. Alors après, il y a la Garonne aussi, évidemment. Oui, la mais plus la Garonne, connue. c'est pas une rivière, c'est un fleuve. Ah oui, c'est pas pareil. d'accord, ok. Bon, on va dire 4 rivières Oui. qui traversent Bordeaux. Ces 3-4 rivières ne sont pas des eaux qui permettent de boire Ok. parce qu'elles passent dans des endroits qui sont très marécageux en réalité. Avoir de l'eau potable dans la ville de Bordeaux où il n'y avait pas de source, bah, c'était un gros problème Ah ouais. autrefois. Donc Ah on ouais. ponctionnait dans les nappes phréatiques qui étaient en dessous, nappes phréatiques qui étaient plutôt polluées par le jet des détritus dans la rue. Ah ouais, pas ouf. Donc c'était pas ouf. Il y a une belle légende à Bordeaux qui est la légende du Mirail, Ok. qui raconte qu'on se méfie vraiment de ce qui se passe dessous. On sait que si on boit de l'eau, potentiellement on peut mourir. Allez, Voilà. super. Super. Super, saturnisme, mort, voilà, c'est ne ça. buvez pas l'eau. Ne buvez pas l'eau. Aujourd'hui, c'est plus le cas, Oui, évidemment. oui, bien sûr. Là, c'est quoi? C'est la En fontaine? fait, les fontaines sont creuses. Ok. Le système de pompe est dans la statue principale, dans le triomphe de la Concorde et dans le triomphe de la République. Toutes les statues sont creuses et les fontainiers en fait peuvent voir en rentrant dans cet espace-là les petites buses de sortie d'eau. C'est pas pour vrai. vérifier que ça sort bien. Mais non. Et si. Ah, c'est Alors génial. après, on est dans l'obscurité totale. Ah ouais. Et bon, je sais pas comment ils se débrouillent. Ouais. Ils vont à l'intérieur. Bon, je vais aller voir ça. Ouais. Oh, waouh. Ah oui, d'accord. C'est bien. J'ai l'impression d'être dans des backrooms. Oh là 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 là. Fais attention de pas tomber. Hein. Ouais. Donc là, on est sous le monument aux Girondins, on est sous les statues et les statues sont creuses. Donc on peut voir ce que ça rend. C'est génial. Alors tout est noir autour de moi, mais c'est un truc de ouf, c'est incroyable. Par contre, il fait chaud. Hein. Il fait chaud ici, il fait humide, mais c'est incroyable d'être là. C'est génial. Là, on rentre sous la colonne. On peut voir tout le système de soutènement avec différentes arches et différents gros piliers. La colonne, elle est là. Alors c'est la On colonne est sous de... l'escalier. Oh, waouh. On est carrément au cœur du monument. Oh, mais c'est tout petit ici. C'est tout étroit et surtout, c'est très sombre. Ah ouais. Oui, parce que c'est vrai que là, si j'enlève la lumière, voilà. Hein. Rien du tout. On ne voit plus rien. Voilà, et on peut faire tout le tour en fait. Ah, on peut faire tout le tour. Oui, on peut faire tout le tour de la colonne Ok. et on ressort à l'autre fontaine. C'est dingue, c'est génial. Il fait très 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 chaud ici. J'ai l'impression d'être dans des backrooms, genre vraiment... Genre, c'est un peu un labyrinthe aussi. Bon, après ça tourne en rond, donc le labyrinthe n'est pas très labyrinthique. Mais en tout cas, c'est génial et j'ai vraiment l'impression d'être dans les catacombes ou des choses comme ça un petit peu obscures. Et en fait, non, il n'y a pas d'ossement humain, il n'y a rien ici. Donc ça va, c'est un peu rassurant parce que sinon j'aurais peur de me balader toute seule ici. Hein. Ça va, je suis pas toute seule, je suis avec Agathe, donc tout va bien. Là, je vois par terre qu'il y a des espèces de petites formes bizarres.
Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des moules. Ce sont des moules, on dit à la cire perdue. Ce sont des moules des différents éléments des fontaines qui sont en bronze. Pour faire ces moules, on va fabriquer un moule en plâtre. On va le remplir de cire et le recouvrir de cire à l'extérieur. On va couler le bronze à l'intérieur et grâce à la cire, on va pouvoir retirer, une fois que la pièce est froide, on va pouvoir la retirer du moule et conserver le moule et pouvoir refaire d'autres pièces après. Sinon, on est obligé de casser le plâtre et on est obligé de refaire le plâtre. Alors ici, il nous reste un morceau d'un cheval, un morceau d'un crapaud et la gueule d'un poisson absolument épouvantable qu'il y a dans une des deux fontaines. Mais c'est génial. Voilà. Moi qui m'intéresse à l'univers de la photo, c'est marrant parce qu'il y a des photos d'archives qui sont partout, mais vraiment partout. Tout autour des murs, il y a des photos d'archives et c'est hyper intéressant de les voir une par une. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter comme ça sur ce lieu? Alors, dernière petite chose amusante, il y a plein de photos sur les murs qui ont été mises par les fontainiers, qui sont des photos, mais souvent des photos anciennes. Et au milieu, il y a une photo du miroir d'eau qui est en noir et blanc et qui donne l'illusion que le miroir d'eau est très ancien. Le miroir d'eau a été inauguré en 2006. Oui. Et en fait, c'est pas une fontaine, en fait c'est une piscine. Donc il a rien à faire ici, mais c'est pas grave. Bon, merci beaucoup. De rien. Je suis trop contente d'avoir découvert le dessous du monument aux Girondins. En fait, quand on est tous les jours dans cette ville, on se rend pas compte qu'il y a des petites pépites comme ça qui sont cachées sous nos pieds. Moi, le monument aux Girondins, j'y passe tous les jours vraiment en tram. Je suis à côté. J'aurais jamais pensé que c'était visitable, donc vraiment trop bien. Le verdict pour les dessous du monument aux Girondins, c'est que vraiment j'ai adoré. Je recommande vraiment la visite par son originalité et aussi tout simplement parce qu'on n'y pense pas du tout en fait. Je trouve que cette visite est très différente de celle qu'on a fait juste avant, donc j'espère que vous aussi vous aurez bien aimé cette visite. Bon, en début de vidéo, je vous ai dit que je visitais 3 monuments insolites et incontournables. Il se pourrait que je vous ai réservé une petite surprise à la fin, une petite cerise sur le gâteau. Et pour ça, on va repartir dans les souterrains parce qu'on va découvrir les dessous du miroir d'eau. C'est une œuvre située en face de la place de la Bourse, donc la place de la Bourse, c'est là où je me situe actuellement. Et sur l'œuvre, tout le monde peut marcher et en été, il y a une particularité très sympa, c'est que toute la dalle de granit se transforme en un véritable miroir, d'où le nom de miroir d'eau, parce que la dalle se remplit de 2 cm d'eau. Donc tout le monde peut marcher dessus, c'est hyper rafraîchissant en été. Et l'eau alterne avec un système de brouillard, et c'est justement tout ce système avec l'eau qu'on va découvrir là tout de suite. Donc c'est parti, comme les dernières fois, on va rejoindre Agathe. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le miroir d'eau, c'est ce monument derrière moi. Et alors par contre, je n'ai aucune idée de l'endroit où aller pour aller dessous ça. Il n'y a pas de porte apparente, il n'y a pas de trappe. J'imagine que c'est pas non plus à l'intérieur des bâtiments de la place de la Bourse, donc vraiment je n'ai aucune idée d'où aller. Cette dernière visite est un peu particulière, car contrairement aux 3 autres où j'ai eu la chance d'être toute seule avec Agathe, cette fois-ci ce n'était pas possible, donc j'ai pris un maximum de notes sur ce qu'elle disait pour tout vous raconter. L'histoire du miroir d'eau est très simple, on l'a construit ici précisément pour refléter la place de la Bourse. Et des miroirs d'eau, ce n'est pas le seul en France. Il y en a beaucoup à côté des châteaux de la Loire, notamment pour embellir encore plus les châteaux. Rapidement, la place de la Bourse a été construite au XVIIIe siècle par l'intendant Boucher puis Tourny. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un intendant, comme moi par exemple, c'est tout simplement quelqu'un qui représente le roi de France. Rien que ça. Donc Boucher lance la construction de cette place royale ouverte sur le fleuve et elle est dite royale pour faire de cette place un hommage au roi. Décidément, le roi il a la cote hein. À la base des bases, la construction est acceptée mais hors de la ville, c'est-à-dire au bord du fleuve. Parce qu'au début, la ville de Bordeaux est entourée de murailles et cette place royale est hors des murailles. La place est composée de 2 éléments. L'hôtel des fermes, c'est-à-dire la douane, et l'hôtel de la Bourse, raison pour laquelle la place s'appelle la place de la Bourse. Bon, après cette petite minute histoire, c'est l'heure de passer au moment qu'on attend tous. Aller dans les souterrains et découvrir ce que cache ce gigantesque miroir d'eau. C'est sous cette grille donc? Ouais. Oh waouh! On va descendre. C'est vrai? Alors on descend. Faites attention en descendant. Il y a une grande barre métallique. Je suis pas très grande, mais même moi je me la prends. Donc faites attention de ne pas vous la prendre. Et souvenez-vous-en au retour, parce qu'elle est toujours là au retour. Hein, et elle fait toujours aussi mal. Allez, c'est parti. C'est parti, on descend dans les dessous du miroir d'eau. Alors, attention à la petite grille, ok. Ah ouais, c'est immense. Ah oui. Oh là 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 là, on s'imagine pas tout ça en fait. C'est un immense hangar, ouais. Ah ouais. Et là on entend le bruit de l'eau qui coule. Ok. Le bassin qui est en train de se vider, le miroir qui est en train de se vider. Les 200 mètres cubes d'eau qui se vident, ça fait ce bruit-là.
Ça fait pas mal de bruit. Vous l'avez entendu, Agathe vient de dire qu'on est en vérité dans un grand hangar. Non, mais attends, que dis-je? Gigantesque hangar. On est dans un espace qui fait au total plus de 5000 mètres carrés. Et le petit fun fact, c'est que ce n'est pas Agathe qui mène la visite une fois qu'on est en dessous, c'est un technicien IDEX qui prend la suite pour nous donner des explications sur la machinerie. Et pourquoi ça? Je vous l'explique. En fait, les dessous du miroir d'eau, c'est littéralement être en dessous d'une piscine. Comme Agathe l'a expliqué tout à l'heure, c'est comme si c'était une piscine à débordement, c'est le même système, les mêmes procédés de nettoyage, les mêmes procédés d'entretien. Et en fait, tous les vendredis, il y a une entreprise qui s'occupe des piscines qui vient faire les visites pour expliquer tous ces procédés-là, donc c'est vraiment super intéressant. Par contre, ça fait un boucan d'enfer. Et ici, il fait super bon par rapport au monument aux Girondins précédemment. Ici, vraiment, pas de problème de chaleur, ça va. Ce que vous voyez derrière moi et ce que vous entendez derrière moi, surtout, c'est les pompes qui servent à alimenter les buses, c'est-à-dire ces petits ronds blancs qui sont dans le miroir d'eau et qui servent à faire du brouillard. Donc s'il y a du brouillard, c'est grâce à ces buses derrière moi. En fait, quand on est sur le miroir d'eau, on se rend pas du tout compte qu'il y a quelque chose en dessous et qu'en plus il soit aussi grand que ça. Vraiment, c'est un hangar immense et c'est hyper impressionnant. Enfin, vraiment, regardez ça derrière moi, c'est ouf. Vraiment, j'aurais pas du tout pensé voir ça dans ma vie un jour. Un autre détail hyper perturbant que Agathe nous a dit, c'est que ici, dans ce hangar, on est au même niveau, voire sous le niveau de la Garonne. Si la Garonne est en marée haute, là, on est au même niveau que la Garonne. Donc là, après le mur de 2 mètres d'épaisseur derrière et après quelques autres murs, il y a la Garonne. C'est hyper impressionnant de se dire que vraiment, la Garonne est pas très loin d'ici, pas très loin de nous. Mais ça va, l'espace est grand, donc ça fait pas peur. Quand je vois toute cette machinerie pour faire fonctionner le miroir d'eau, je me dis que ce monument est vraiment majestueux. Derrière ce mur, il y a un bassin immense de 700 mètres cubes d'eau qui réceptionne l'eau du miroir d'eau en haut. Cette eau est bien sûr filtrée grâce à ce qu'on appelle un dégrilleur, et c'est d'ailleurs là que sont retrouvés tous les objets perdus qui auraient glissé à travers des grilles. Le gros boucan qu'on entend derrière moi, c'est le bassin du haut qui se vide et le bassin du bas qui se remplit. Toutes les 15-20 minutes, en fait, le bassin du haut se vide complètement. L'eau, elle est filtrée ensuite ici et là, on peut l'entendre très concrètement. Ce gros boucan, c'est le fait que le miroir d'eau se vide progressivement. C'est comme une gigantesque piscine à débordement qui déborde pendant 15 minutes dans cet énorme bassin. Puis le miroir d'eau fait fonctionner ses 910 buses qui projettent de l'eau en fines particules pour donner cet effet brouillard, puis recommence à se remplir à nouveau, encore. Et je finirai avec ces 3 anecdotes intéressantes. La première, c'est que ce gigantesque hangar était un parking avant d'accueillir tous ces immenses bassins et on y voit encore les places blanches dessinées. C'est marrant parce que au sol ici, il y a encore les traces des passages des voitures. Je m'explique. Avant, à l'époque, les voitures pouvaient entrer ici, se garer. Il y a encore les traces de quand il y avait des voitures ici. C'est hyper intéressant. La deuxième, c'est que c'est l'eau de la ville qui est utilisée, qui est préfiltrée et surchlorée car les bactéries dans l'eau, c'est non. Et la troisième, c'est que le miroir d'eau est plus jeune que moi. Ouais, voilà. Il a été inauguré en juillet 2006, donc cette année, le miroir d'eau fête ses 20 ans. Avec cette vidéo, je fête mes 1000 abonnés sur YouTube et en même temps, les 20 ans du miroir d'eau. Comme ça, écoutez, une pierre deux coups. Ça y est, la visite du miroir d'eau vient de se terminer et j'ai appris plein de choses. C'était trop bien d'être là. Je suis vraiment trop contente d'avoir vécu cette expérience. Ça y est, après ces 4 visites exceptionnelles, on arrive à la fin de cette vidéo. Et avant de la terminer complètement, je vous partage mon classement. En top 1, je mettrai la flèche Saint-Michel pour sa vue sur Bordeaux incroyable à 360 degrés et pour la grandeur de la flèche, justement, quand on est à l'intérieur, on se rend pas compte à quel point c'est beau. Avec le soleil qui traversait comme ça, c'était trop beau, vraiment magnifique. Donc j'ai adoré la flèche Saint-Michel pour ça et c'est pour ça qu'elle se glisse dans le top 1. Ah waouh, il y a plein d'oiseaux! J'espère que vous les avez vus parce que c'était trop beau. En top 2, je mettrai le dessous du monument aux Girondins pour la simple et bonne raison que je passe devant tous les jours et que je m'étais pas du tout rendu compte qu'il y avait quelque chose en dessous. Donc c'était vraiment la grande surprise, grande découverte. Donc c'est pour ça que ça se glisse dans le top 2. Et en plus, j'ai adoré parce qu'il y avait un espèce de labyrinthe comme ça à l'intérieur. C'était tout noir, on voyait pas grand chose. C'était vraiment comme si qu'on était dans un endroit secret quoi finalement. Et surtout le fait que j'ai pu me glisser vraiment dessous les statues qui sont creuses avec les gouttes d'eau qui me tombaient dessus. Enfin vraiment, c'était une expérience très sympa. Très sympa et insolite. En parlant d'insolite, je mettrai en 3 les dessous du miroir d'eau parce que vraiment, là dans l'insolite, on y est à fond. Pareil, je m'étais pas du tout rendu compte que c'était un hangar aussi grand que ça en dessous du miroir d'eau qui fait littéralement tout le long. J'étais trop contente de visiter ce grand hangar. Et enfin, la grosse cloche que j'ai beaucoup aimé aussi mais qui était un petit peu moins insolite que les 3 autres. Il y avait aussi un petit peu moins de vue sur Bordeaux et c'était moins impressionnant que les autres mais c'était tout aussi intéressant à savoir. L'histoire, l'intérieur, enfin vraiment c'était aussi insolite. Mais voilà le classement selon mon ressenti à moi. Je vous invite à vous faire votre propre ressenti maintenant parce que voilà, c'est vraiment que mon avis mais maintenant il faut que vous fassiez votre propre expérience. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des anecdotes, que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, que vous avez découvert ou redécouvert la ville de Bordeaux à travers ce prisme et que voilà, vous avez appris des choses quoi. C'est un peu le but. Merci encore une fois à l'Office du Tourisme de m'avoir fait confiance sur ce format et n'oubliez pas, vous pouvez réserver votre propre visite en ligne sur le lien dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant on se dit à la prochaine.